Bonsoir à tous. Alors nous voici en direct de Nice pour un nouveau live coaching Trimax Magazine. Donc voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en direct de la capitale du triathlon, Nice sur la Côte d'Azur, où va se tenir très prochainement l'Ironman France, et puis un petit peu plus tard, en fin d'été, l'Ironman 73, théâtre des championnats du monde 73. Donc voilà, en arrière-plan vous avez la baie des Anges, l'endroit qui va permettre aux triathlètes de nager sur un plan d'eau exceptionnel. Voilà, donc ce soir un live sur le thème des intensités d'entraînement. Voilà, en complément de l'article paru récemment sur Trimax Triathlon Magazine. Donc écoutez, on va comme d'habitude adopter un format qui marche bien, à savoir un petit quart d'heure de présentation sur cette thématique qui ce soir est très axée entraînement, et puis ensuite je répondrai à vos questions pendant environ une demi-heure. Alors l'intensité d'entraînement, comment est-ce qu'on l'évalue, pourquoi on l'évalue, à quoi ça sert, comment on mesure cette fameuse intensité d'entraînement. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, que à mon sens beaucoup d'athlètes ne se posent pas vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs d'endurance raisonnent plutôt en termes de volume, la distance parcourue, le nombre d'heures à nager, à pédaler, à courir. Mais la notion d'intensité, elle est un petit peu plus complexe à appréhender parce que tout simplement, elle est plus complexe à mesurer. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on s'entraîne en vue d'un objectif, on soumet son corps à une charge d'entraînement. Et cette charge, elle est fonction de deux paramètres principaux. Elle est fonction, bien sûr, du volume que vous allez consacrer à l'entraînement, mais elle est aussi fonction de l'intensité. Donc, effectivement, entre faire 2 heures de vélo à basse intensité sur un parcours plat en restant sur le petit plateau et en totale aisance, c'est pas la même chose que faire 2 heures à intensité maximale en essayant de suivre un groupe qui est plus fort que vous et qui va plus vite que vous. Donc, et pourtant c'est 2 heures de vélo dans les deux cas, mais dans le premier cas c'est quelque chose qui est, on va dire, assez facile et qui va générer une charge d'entraînement relativement faible et donc une récupération post-entraînement assez rapide. Dans le second cas, les 2 heures d'entraînement beaucoup plus intenses vont générer une charge d'entraînement plus élevée, donc un temps de récupération et d'assimilation beaucoup plus conséquent. Donc voilà, mesurer l'intensité, c'est une manière de mieux contrôler sa charge d'entraînement et donc de mieux contrôler son entraînement et sa progression et la planification de son pic de forme, etc. Alors la problématique du triathlon, c'est qu'il y a 3 sports et que dans chacun des 3 sports, la mesure de l'intensité, elle n'est pas forcément similaire et elle n'utilise pas toujours les mêmes méthodes. Effectivement, en natation, la mesure de l'intensité de nage, ça peut se faire bien sûr en essayant de quantifier la vitesse de nage, ça peut se faire en essayant de mesurer la fréquence cardiaque tout en nageant. Aujourd'hui, il y a des ceintures qui permettent de mesurer l'intensité cardiaque du travail. En vélo, le vélo c'est peut-être le sport le plus aisé pour mesurer l'intensité, puisqu'aujourd'hui on a accès à des outils, à savoir les capteurs de puissance, qui permettent de mesurer la quantité d'énergie qui est transmise à la machine pour avancer. Et puisqu'en fait l'intensité est grandement fonction de la puissance développée et la puissance c'est un débit d'énergie dans le temps. Donc le vélo c'est peut-être aujourd'hui, grâce à la machine qu'on utilise, c'est probablement les 3 sports du triathlon celui qui est pour lequel il est plus simple de mesurer l'intensité, à savoir la puissance, les watts et en complément bien sûr la fréquence cardiaque ou d'autres indicateurs qui permettent d'estimer
l'intensité du travail. Et enfin, il reste la course à pied, où là encore, jusqu'à aujourd'hui, on utilisait surtout la vitesse de déplacement, éventuellement en complément la fréquence cardiaque associée à l'effort. Et voilà, apparaissent aujourd'hui les premiers capteurs de puissance pour la course à pied qui permettent d'évaluer la puissance développée lors du geste de course à pied, lors du sport course à pied. Alors comme vous voyez, la difficulté de triathlon, c'est que bien sûr on peut quantifier son volume d'entraînement en heures dans chacun des 3 sports, mais la mesure de l'intensité en natation ne va pas se faire de la même manière qu'en vélo et ne va pas se faire de la même manière qu'en course à pied. Donc voilà, c'est effectivement pour le triathlète, c'est pas forcément évident de mesurer cette intensité, mais ça reste néanmoins un point clé pour arriver à mieux quantifier l'entraînement et la charge d'entraînement que l'on s'inflige ou que l'on soumet à son organisme, en tout cas dans la préparation d'un objectif. Alors, au-delà de toutes les méthodes ou les outils que j'ai évoqués là précédemment, il existe une autre manière d'évaluer l'intensité de l'entraînement, et c'est une manière qui, en tant que spécialiste de la préparation physique, de l'entraînement, c'est une méthode qui me semble particulièrement intéressante et pertinente. C'est l'évaluation de l'intensité à partir des sensations et donc du ressenti que l'on a pendant l'effort. Effectivement, notre système nerveux et tous les capteurs à disposition nous permettent d'avoir une estimation potentiellement très précise de l'intensité d'effort qu'on est en train de réaliser, et ce en temps réel, puisque voilà, lorsque l'on monte un col à vélo ou qu'on est en train de courir un 10 km à pied, il peut y avoir des fluctuations d'intensité, des fluctuations de vitesse, des fluctuations de sensations, et c'est vrai que l'analyse des sensations peut permettre de gérer en temps réel son effort en se basant sur son ressenti. Alors comment mesurer l'intensité à partir des sensations? On utilise tout simplement des échelles, et l'une des premières à avoir été utilisée, c'est la fameuse échelle de Borg, qui quantifie de 6 à 20 l'intensité d'un exercice donné. Donc quand on est en bas de l'échelle à 6, on est sur une intensité quasi nulle, hein, c'est-à-dire que l'effort est extrêmement facile, et puis plus on monte et plus l'effort s'intensifie, devient difficile, et lorsqu'on quantifie à 20 un exercice donné, on est au maximum de ses capacités sur un effort extrêmement soutenu qu'on ne peut pas tenir très longtemps, et qui va générer donc une fatigue très importante. Alors ça, c'est l'échelle de Borg, qui est un grand classique je dirais dans les méthodes d'évaluation de l'intensité d'un exercice donné. Pour ma part, j'utilise une échelle de 1 à 10, qui va de 1 à voilà, un exercice très facile et des sensations plutôt voilà, d'un exercice très facile et surtout des sensations qui ne sont pas excellentes, jusqu'à une échelle de 10 qui, elle, est associée à des sensations très intéressantes et quasi exceptionnelles. Donc voilà, c'est une méthode pour moi qui me permet de voir quel est le ressenti de mes sportifs lorsqu'ils font un entraînement ou une compétition, et de voir quel est leur état de forme du moment, et de l'analyser de manière longitudinale tout au long d'une saison pour voir comment l'organisme et le sportif assimilent son entraînement et comment petit à petit il monte en forme en vue de son objectif. Alors en complément de cette échelle de sensations, un chercheur français relativement célèbre dans le milieu du cyclisme qui s'appelle Frédéric Grapp a développé une échelle d'intensité qui permet là encore de catégoriser les exercices en fonction de 7 intensités différentes qui vont voilà, d'une intensité 1, exercice d'endurance de base extrêmement aisé à réaliser, à des exercices d'endurance plus soutenus, des exercices de seuil, la fameuse intensité I4, jusqu'à des exercices de puissance maximale aérobie,
I5 et de sprint, I6 et I7. Donc tout ça est dans l'article, vous pouvez vous y référer pour avoir plus d'informations sur la manière de calculer ces zones, la manière de calculer et d'évaluer l'intensité de ces exercices et son ressenti à chaque séance. Voilà, mais en tout cas, pour conclure sur cette thématique, et puis après je répondrai à vos questions, le fait d'utiliser les sensations pour évaluer l'intensité d'un exercice donné, l'effet de donner une cotation à chacune de ces séances d'entraînement et d'évaluer leur évolution longitudinale tout au long d'une préparation et d'une saison. C'est deux méthodes très intéressantes et très complémentaires à des méthodes plus classiques comme la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure de la puissance. Voilà, tout ça cumulé permet d'avoir un meilleur aperçu de l'évolution d'un sportif, de sa progression au long d'une saison, de l'amélioration de ses capacités et de sa montée en forme petit à petit, puisque au-delà du fait de progresser, l'un des grands objectifs de beaucoup d'athlètes et en particulier de triathlètes, c'est quand même d'être sur son pic de forme le jour J. Donc voilà, la notion de forme, la notion de bonne sensation est très importante à faire coïncider avec ces objectifs. Bon bah écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette petite partie de présentation initiale. Maintenant, bah écoutez, je suis en attente de vos questions sur cette thématique des intensités d'entraînement. Donc vous pouvez les poser par écrit et j'y réponds en direct. Voilà, que ce soit en rapport avec le thème direct du soir, à savoir comment mesurer l'intensité de son entraînement et comment utiliser les échelles et les indices de sensation, ou que ce soit sur d'autres thèmes, hein, puisque là on est maintenant au cœur de la saison triathlon. La saison longue distance est maintenant lancée, il y a beaucoup d'objectifs qui arrivent, que ce soit sur le circuit Ironman, sur le circuit Challenge ou sur des épreuves annexes comme le triathlon de Paris par exemple ou le triathlon de l'Alpe d'Huez, qui sont des épreuves assez célèbres du calendrier européen. Donc voilà, posez vos questions, j'y réponds du mieux que je peux. Et je profite pour faire un petit peu l'interlude entre la partie speech et la partie question. Voilà, pour vous rappeler que donc j'ai créé WTS en 2002, que notre société est la seule aujourd'hui à être organisée en réseau de coachs. Donc WTS, c'est un réseau d'une quinzaine de coachs spécialisés dans l'entraînement en endurance. Voilà, donc l'idée c'est d'accompagner tous les sportifs, quel que soit leur niveau, vers leurs objectifs, que ce soit des objectifs de triathlon, de running, de cyclisme. Et pour ça, on propose à chacun de nos sportifs de suivre un programme d'entraînement personnalisé avec un suivi qui peut être fait à distance. Et on propose aussi, quand c'est possible, du coaching en direct via des séances d'entraînement, de préparation physique générale, de vélo, de cyclisme, voilà, pour travailler sur des aspects plus techniques, plus personnels de la préparation. Voilà, et c'est je dirais les deux valeurs fortes de notre réseau de coach, c'est l'expertise et la proximité. Donc si vous avez tendance à plafonner, si vous avez envie de préparer un bel objectif mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs futurs. Voilà, donc pour ça un seul site, wts.fr, ou notre page Facebook, ou encore via mon Facebook personnel. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui regardent, mais pour le moment pas de questions, donc c'est une thématique qui suscite peut-être pas autant d'intérêt que l'entraînement ou la nutrition. Donc je vais approfondir un petit peu le speech en attendant qu'on en ait une première. Donc écoutez, je reviens à l'échelle d'intensité dédiée
qui est une échelle maintenant bien utilisée par beaucoup d'entraîneurs, notamment en cyclisme et en triathlon. Donc cette échelle, elle va elle comprend 7 intensités différentes, 7 zones de travail différentes, avec les 4 premières zones, I1, I2, I3, I4, I1, I2, I3, on va dire les 3 premières zones qui sont des zones vraiment d'endurance, où on peut tenir des heures et où les sensations sont, je dirais, plutôt des bonnes sensations. Hein, on a une certaine aisance musculaire, un confort respiratoire qui fait qu'on peut tenir l'entraînement et l'intensité surtout pendant plusieurs heures. Voilà, donc ça c'est les zones I1, I2, I3. Bien entendu, I1 on va à très basse vitesse, I2 un rythme un tout petit peu plus soutenu, et I3 on commence à être sur des intensités dites critiques, c'est-à-dire qu'on roule à un bon rythme, et c'est typiquement la zone I3, l'allure que l'on maintient lorsque l'on fait un triathlon longue distance, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied. Donc c'est une endurance relativement soutenue, mais qui ne génère pas d'hyperventilation ou de douleurs musculaires importantes. Si l'intensité monte encore un petit peu, on passe en zone I4, qui est un petit peu l'allure critique, dans le sens où en dessous de la zone I4 on est en endurance, au-dessus on est sur des efforts d'intensité importante, où je dirais le temps est compté. Donc voilà, I4 c'est la fameuse allure seuil, c'est l'allure que l'on maintient lorsqu'on monte un col à haute vitesse, lorsque l'on fait un 10 km à fond, et c'est donc une allure soutenue qu'on va retrouver sur des triathlons, sprint ou courte distance. Au-delà de la zone I4, on rentre dans des zones de puissance. Donc la zone I5 par exemple, c'est typiquement la zone de puissance maximale aérobie, où on est proche de sa fréquence cardiaque maximale, où la puissance développée est élevée et se situe aux alentours de la fameuse puissance maximale aérobie. Donc c'est une allure typiquement qu'on ne peut pas tenir très longtemps, quelques minutes uniquement, et c'est l'allure sur laquelle il faut travailler si on veut élever ses capacités aérobie, notamment en puissance maximale aérobie, et élever sa fameuse VO2 max, votre consommation maximale d'oxygène. Au-delà, les zones I6 et I7, c'est tout le travail de sprint, donc c'est des efforts relativement courts, 15 secondes pour la zone I7, 10-15 secondes pour la zone I7, 30-45 secondes pour la zone I6, où voilà, l'effort est maximal, où on ne se pose aucune question, on donne tout, et où la récupération est relativement longue. Et bien entendu, on ne peut pas reproduire un nombre illimité d'efforts de ce type, puisque c'est du sprint, et qu'au bout d'un moment, la fatigue neuromusculaire fait qu'on n'arrive pas à maintenir la vitesse. Voilà, donc ces fameuses 7 zones d'intensité, elles permettent de se situer dans voilà, l'échelle d'effort, et elles permettent de mieux gérer son entraînement, elles permettent voilà, de mieux gérer aussi l'intensité de son exercice lorsqu'on évolue par exemple sur un parcours vallonné ou sur une course avec des changements de rythme, voilà, parce que ça permet de se situer dans quelle zone on est. Et là, pour mémoire, voilà, généralement tout ce qui est triathlon longue distance, que ce soit du half ou du full Ironman, on est généralement en moyenne en zone I3, et tout ce qui est effort plus bref, type courte distance ou sprint, on est en zone I4. Voilà, qui sont les deux zones typiques du triathlon. Alors, je suis très content parce qu'on a une première question, et Sébastien nous dit il faut compléter un questionnaire après chaque séance ou sur des séances clés pour analyser ses sensations. Alors, effectivement, ça rejoint la méthodologie d'évaluation de l'intensité. Alors, moi, dans ma méthode de coaching et d'accompagnement de mes sportifs, et c'est valable pour tous les autres coachs du réseau WTS, on demande à nos athlètes un feedback après chaque séance. Alors ce feedback il est généralement de 3 types.
premièrement un indice de sensation de 1 à 10 qui va permettre de tout de suite voir si l'athlète était en forme moyenne, en méforme, voire très fatigué ou épuisé. Donc quand on est entre 1 et 4-5, c'est que vraiment on est très fatigué et qu'il vaut mieux ajuster au plus vite l'entraînement pour éviter un surmenage préjudiciable à la progression et à l'obtention d'un pic de forme. Quand on est aux alentours de 5, 6, 7, c'est généralement des valeurs moyennes, assez classiques. On est en forme mais sans plus. C'est voilà, un état moyen de forme. Et puis quand on commence à monter au-dessus de 7, donc 8, 9, et puis bien sûr beaucoup plus rarement 10, c'est que là on commence à être vraiment en très grande forme et que voilà, l'entraînement a porté ses fruits, que les sensations sont meilleures pour une intensité donnée, qu'on souffre moins, on récupère plus vite, voilà, et donc ces indices-là sont généralement un bon indicateur d'une bonne assimilation de l'entraînement et que l'athlète est sur sa bonne trajectoire de préparation en vue de son objectif. Donc voilà, ça c'est le premier indice, hein, l'indice de sensation. Le deuxième feedback, c'est généralement un petit commentaire sur comment s'est déroulée la séance. Donc là, c'est voilà, en 2-3 lignes, on demande au sportif d'expliquer comment s'est passée la séance. Et puis le dernier feedback qui prend potentiellement plus de temps, mais qui est tout aussi intéressant, en particulier pour des séances clés, c'est l'analyse des datas, et en l'occurrence les données cardiaques, les données de puissance, les données de vitesse, la récupération entre des séries. Voilà, alors ça on le fait pas à chaque séance parce que quand on demande à un sportif de faire 1 heure de track technique en nage ou 1 heure de footing à basse intensité, il n'y a pas lieu d'analyser en détail toutes les données de puissance, de fréquence cardiaque et autres. On peut en retirer des informations, mais ça va relativement vite. Par contre, sur des séances beaucoup plus longues, plus poussées, avec du travail par intervalle, là, l'analyse des datas peut être très utile, voilà, notamment pour voir l'évolution du sportif, sa capacité de récupération et son niveau d'adaptation. Et aujourd'hui, on a des outils à notre disposition pour analyser voilà, des fichiers assez complexes qui comportent une multitude de données de fréquence cardiaque, de puissance, de vitesse, voire même d'autres paramètres. Voilà Sébastien, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc voilà, le fait de donner une cotation de forme à chacune de ces séances, c'est une bonne manière de voir comment évolue son niveau de forme. Et en tout cas, en tant que coach, ça m'est extrêmement utile. Alors, Médéric nous dit, quel est l'impact d'une natation à bloc, ou presque, sur le vélo ensuite? Alors, c'est une bonne question, mais qui va être grandement fonction du niveau en natation, parce que je pense qu'un bon nageur, ancien champion de natation, quelqu'un qui sort dans les premiers du pack sur un triathlon, va pas être pénalisé de la même manière qu'un athlète de niveau moyen ou médiocre sur la natation. Donc je pense que l'impact d'une natation à bloc, dans le premier cas, elle est plutôt négligeable, alors que dans le second cas, elle va être majeure et qu'elle risque de compromettre tout l'ensemble du triathlon, et en particulier en vélo et à pied. Donc tout dépend en fait de votre niveau de nage et de votre niveau en natation à la base. Et bien entendu de votre niveau de forme du moment, parce qu'on peut être très bon nageur mais être en mauvaise forme et vice versa. Alors Sébastien nous demande encore, alors de quel type de support utilisez-vous pour analyser le feedback data? Comment échangez-vous sur ces résultats avec votre athlète? Alors écoutez, nous on est relativement souple chez WTS. On utilise des supports comme Strava ou Garmin Connect qui permettent d'avoir des informations de base rapidement et de manière très ergonomique. Et puis quand c'est nécessaire,
on utilise des systèmes un petit peu plus évolués comme par exemple Training Peaks ou certains logiciels comme WKO par exemple, qui permettent notamment d'évaluer et d'analyser avec précision les données de puissance. Voilà, une fois que cette phase d'analyse a été effectuée, l'échange généralement il se fait par email ou par téléphone ou même en direct où on va échanger sur ce type d'informations. Maintenant, ce que les athlètes demandent, c'est surtout d'être rassurés sur le fait qu'ils sont sur la bonne dynamique de progression, voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience de l'évolution fine de leur niveau, mais la mesure précise par exemple de la puissance permet d'avoir un regard assez précis sur l'évolution des capacités d'un sportif cycle après cycle par exemple, ou saison après saison. Ok, donc écoutez, voilà, j'ai répondu à quelques questions. Il est déjà 19h30, on va en prendre encore une ou deux autres s'il y en a, même si elles n'ont pas de rapport direct avec la mesure de l'intensité. En attendant d'avoir une dernière, peut-être je vais faire un petit peu de prospective. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le métier de conseil et d'accompagnement des sportifs, notamment en termes de préparation physique, la difficulté lorsqu'on accompagne un athlète, c'est d'avoir un tableau de bord précis, fiable, facile à utiliser, ergonomique, pour évaluer facilement, rapidement, efficacement la multitude de data aujourd'hui qui sont enregistrées ne serait-ce que par les montres GPS. On a une multitude d'informations que peu d'athlètes arrivent à vraiment utiliser de manière pertinente. Nous en tant que coach, on arrive à utiliser, mais ça demande énormément de temps. Donc je pense que le futur du coaching, et en tout cas de tous ces outils, va nécessiter une intégration et une ergonomie encore plus importante, parce qu'aujourd'hui ce tableau de bord il n'existe pas vraiment, chacun se le conçoit un petit peu. Les tableaux de bord les plus performants, c'est ceux que les athlètes se conçoivent eux-mêmes et arrivent à analyser en temps réel, jour après jour, séance après séance. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, le constat que je fais, c'est qu'on a accès à une multitude d'informations sur la charge d'entraînement des sportifs, sur leur manière de nager, leur manière de courir, leur manière de pédaler. La quantité de données est juste considérable à chaque séance, et l'analyse de ces données demande encore pas mal de temps ou des connaissances assez fines. Voilà, et aujourd'hui il y a un décalage immense entre ce que les athlètes, tout ce que les athlètes enregistrent et l'utilité qui en est faite. Donc il faut qu'on arrive à développer des outils qui permettent de mieux exploiter ces données et d'en tirer des informations utiles, accessibles, simples, à la fois pour les athlètes mais aussi pour les coachs. Allez, une dernière question, toujours Sébastien, que je remercie parce qu'il est très actif. Quelle part accordez-vous à la préparation mentale? Alors, quelle part on accorde à la préparation mentale? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que quand on parle d'entraînement, on parle surtout de préparation physique et technique, et un peu moins de préparation mentale. Néanmoins, le côté mental de toute préparation, de toute performance est incontournable, et je dirais qu'il est toujours sous-jacent, parce que lorsqu'on accompagne un sportif ou lorsque l'on s'auto-coach, on recherche toujours à être dans un état de sérénité, de confiance, de bonne appréhension des enjeux, qui fait que le jour J on va pouvoir performer. Donc nous en tant que coach, et je ne vais pas me qualifier de préparateur mental parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, en tant que coach de triathlon, coach de sportif d'endurance, on essaye de mettre la tête dans un état de confiance qui lui permet le jour J de s'exprimer au mieux et de se faire plaisir et d'atteindre son objectif.
Maintenant, certains sportifs arrivent à se mettre dans un état, je dirais, de sérénité, arrivent à envisager toutes les hypothèses dans le déroulement de leurs épreuves, et donc arrivent à être dans un état mental assez propice à la performance. A l'inverse, d'autres athlètes, peut-être moins expérimentés, peut-être moins confiants, ont plus de mal et gambergent et stressent et font n'importe quoi le jour J. Et c'est vrai que dans ce cas-là, un suivi spécifique et une préparation spécifique sur le plan mental avec un préparateur mental, et on en a plusieurs dans notre réseau, peut grandement aider à atteindre son objectif, voire à exploiter 100% de ses capacités, chose qu'on ne ferait pas sans préparation mentale. Donc c'est un point très important qui est fonction, bien sûr, comme toujours, des besoins du sportif. Certains vont avoir besoin et vont tirer un grand bénéfice d'une préparation mentale spécifique, alors que d'autres athlètes le font déjà de manière plus autonome et sont capables de s'auto-préparer mentalement pour le jour J être dans un état d'activation optimal qui leur permet d'exprimer 100% de leur capacité du jour. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu. C'est un point important qui intéresse beaucoup de sportifs et qui n'est pas encore très démocratisé, mais on y vient petit à petit, à la fois parce que les coachs se forment, les coachs sportifs, coachs de triathlon, mais aussi à la fois parce qu'il y a aujourd'hui des vrais spécialistes de la préparation mentale qui proposent leurs services et qui peuvent apporter un grand plus à un grand nombre d'athlètes. Allez, pour terminer, mon collègue Fred Sultana, coach WTS à Toulon, qui nous dit « Le robot coach, quel avenir ?» Alors, là je vais donner mon avis. Je vais te donner mon avis, Fred, sur le robot coach. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche de coaching, la démarche d'entraînement, que ce soit l'entraînement physique, l'entraînement technique, l'entraînement mental, cette démarche, elle intègre une telle quantité de paramètres que les algorithmes nécessaires au fonctionnement d'un robot coach autonome sont loin d'être aujourd'hui imaginés, mais on y viendra peut-être. Donc à court terme, j'y crois pas trop. Je pense que les coachs, avec leur formation, leur diplôme, leur expérience personnelle, leur expérience d'entraîneur, tous les échecs qu'ils ont pu vivre, soit à titre personnel, soit avec leurs athlètes, leur permettent d'appréhender au mieux chaque sportif dans chacune de ces dimensions pour accompagner de manière optimale et aider le sportif à progresser, à s'exprimer. Mais l'évolution des connaissances, des sciences, des méthodes, des techniques est tellement rapide aujourd'hui qu'il n'est pas exclu que dans 15 ou 20 ans, on ait des assistants coachs robots qui puissent peut-être notamment analyser toutes les datas enregistrées lors de chacune des séances d'entraînement. Chose qu'aujourd'hui, en tant que coach humain, on a du mal à faire, puisque la somme de data est juste considérable et les outils pas toujours très ergonomiques. Voilà, donc je pense que l'avenir du robot coach, c'est plutôt un rôle d'assistant qui va permettre de mieux tirer la substantifique moelle de toutes les données enregistrées à chacune des séances d'entraînement ou à chacune des compétitions, et pour au final mieux accompagner les sportifs. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, puisqu'il n'y a plus de questions et il est déjà presque 19h40. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à aller télécharger le dernier Trimax, puisque à chaque fois il y a des articles très intéressants, et en particulier sur l'entraînement, ceux que j'ai le plaisir d'écrire. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous en juillet pour un prochain live. Et puis si vous passez par l'Ironman France à Nice, n'hésitez pas à me contacter, on sera sur place à la fois pour suivre nos athlètes, regarder la course et profiter de ce beau moment de triathlon qu'est l'Ironman France. A très bientôt et bonne soirée.